Ready? Let's go! Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'accueille O'Brien et ça sera un petit podcast, ça va durer peut-être une petite heure. Le but aujourd'hui, c'est de vous parler de l'haltérophilie et de comment intégrer l'haltérophilie au sein de la préparation physique et surtout comment permettre à quelqu'un qui ne fait pas d'haltéro d'habitude, donc un sportif lambda, d'utiliser l'outil haltérophilie au sein de son entraînement sportif. Je profite pour remercier FitsPro Versoix d'avoir mis à disposition ces locaux pour le tournage de cette vidéo, donc merci beaucoup à eux. Et si vous êtes bien sûr dans les environs, à Genève ou à la frontière suisse, venez jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est une super salle. Maintenant, je vais passer la parole à O'Brien pour qu'il puisse se présenter et de nous parler un peu de son parcours, de son expertise et pourquoi aujourd'hui on fait appel à lui pour nous présenter l'outil haltéro. Bonjour à tous, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle O'Brien, je suis spécialiste de l'outil haltérophile. Donc personnellement, ma discipline de prédilection, c'est l'haltérophilie. Donc la discipline olympique avec les arrachés, les épaules jetés, snatch, clean and jerk. L'idée, donc on s'est rencontré avec Alex, on s'est dit que ce serait une très bonne idée de pouvoir faire un podcast sur ce sujet, sachant qu'actuellement, on a tous les deux des compétences quand même approfondies en termes de préparation physique. Donc je suis aussi préparateur physique de métier. Je suis enseignant des sciences du sport ici chez FitsPro, que je remercie moi aussi. Donc vous avez le centre de formation juste au-dessus de nous. Et là, on se trouve dans leurs locaux CrossFit Versoix, donc qui est l'atmosphère, l'ambiance CrossFit qu'ils ont créée en dessous de leur centre de formation. Le plus aussi, c'est actuellement, j'ai été élu très récemment vice-président de la partie francophone de la Suisse pour la Fédération Suisse d'haltérophilie. Et donc on s'est dit, voilà, un petit peu cerise sur le gâteau, c'est le moment de faire ce type de podcast et de pouvoir partager avec vous un petit peu cette compétence haltérophile qui commence à être prisée un petit peu de partout par d'autres spécialistes du sport qui veulent justement maîtriser cet outil pour le développement de diverses qualités physiques. Tout à fait. Donc O'Brien, il est haltérophile lui-même, il a fait de la compétition, il est préparateur physique. Je pense qu'il a quand même beaucoup de connaissances sur ce sujet. Je pense que c'est vraiment la bonne personne de nous parler de l'haltéro et surtout de l'intégration de l'outil haltérophilie au sein de la préparation physique. Et donc on va commencer un peu par présenter ce que c'est l'haltéro. Alors O'Brien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'haltérophilie? Qu'est-ce que l'haltérophilie? C'est une très bonne question. Donc, c'est une discipline olympique qui a été présente dès les premiers Jeux olympiques modernes en 1896 ou 1896 pour nos amis francophones de l'autre côté. Discipline qui était présente aux tout premiers Jeux olympiques modernes et qui petit à petit a fait évoluer un petit peu ses paramètres réglementaires. Donc à l'époque on faisait de l'arraché en fente, de l'épaulé en fente, du jeté en fente. Il y avait un autre mouvement qui était le développé, qui a été retiré. Et aujourd'hui il nous reste deux vestiges, l'arraché et l'épaulé jeté. Deux mouvements olympiques, mais trois mouvements distincts, l'arraché, l'épaulé, puis le jeté, qui ont trois coordinations motrices bien différentes les unes des autres. Tout à fait. Donc merci O'Brien de préciser qu'aujourd'hui, quand on intègre l'haltérophilie au sein de la préparation physique, on parle bien de trois mouvements, l'arraché, l'épaulé et le jeté. Parce qu'on ne va pas vous présenter la discipline olympique de l'haltérophilie qui, elle, bien sûr, se compose de deux mouvements, l'arraché et l'épaulé jeté. Alors dis-nous, O'Brien, quels sont vraiment les avantages de l'haltérophilie pour la préparation physique? Alors c'est une très bonne question. C'est une question qui est intéressante. Il y a deux façons d'appréhender l'haltérophilie à mon sens. Il y a l'haltérophilie comme discipline olympique, puis il y a l'haltérophilie comme outil de préparation physique. Et là on parle de deux choses différentes. L'haltérophilie comme discipline olympique, c'est celle où on va faire de la compétition, puis on va s'entraîner à faire des arrachés, des épaules jetées tout simplement. L'haltérophilie intégrée à la préparation physique devient un outil de développement de certaines qualités physiques. Et ce qui est intéressant, donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire deux mémoires de master sur le sujet. Et il y en a un justement, l'un de mes deux mémoires de master était sur l'haltérophilie comme outil de préparation physique que j'avais mis en comparaison avec de la pliométrie. Donc la méthode pliométrique, c'était pour le développement de la force explosive. Et justement, je me suis servi de l'outil haltérophile pour le développement de ces qualités physiques-là. Donc les avantages, quelque part, ils vont tourner sur trois axes majeurs. Ça va être le développement, à mon sens, de la puissance et de la force explosive, qu'on va redéfinir tout à l'heure. Ça va être des composantes en termes de coordination.
beaucoup de coordination motrice et surtout sur ce qui va tourner autour des restitutions de force, parce qu'on a des phases de poussée sur le membre inférieur qu'il va falloir restituer au membre supérieur, sinon le mouvement va être bien dégradé et pas efficace tout simplement. Et le troisième point, ça va être des qualités de mobilité, qui vont faire plutôt appel à une qualité physique qui s'appelle la souplesse. Et donc, on va développer la mobilité au travers de mouvements avec des amplitudes de mouvement quasi maximales. Tout à fait. Donc, 3 avantages principaux. Premièrement, le développement de la puissance et de la force explosive. Deuxièmement, le travail de la coordination motrice. Et troisièmement, le travail de la souplesse et de la mobilité. Donc maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails de chacun de ces 3 points. Et j'aimerais qu'on commence par définir qu'est-ce que c'est vraiment la puissance et qu'est-ce que c'est la force explosive. Donc on va vous parler du premier avantage, le développement de la puissance et de la force explosive. On va commencer par vous définir ces 2 termes et je vais laisser la parole à O'Brien pour nous expliquer un peu tout ça. Donc c'est des termes qui à mon sens sont assez nébuleux en général. Alors je vous ai fait une courbe qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça va vous permettre d'avoir une image de qu'est-ce que la force explosive, qu'est-ce que la puissance musculaire, qu'est-ce que la puissance maximale, dans quelle mesure elles sont reliées l'une et l'autre, mais quelles sont aussi leurs différences. Comme ça, on va pouvoir avoir des méthodologies d'entraînement qui vont être différentes pour l'une et pour l'autre, qui vont surtout passer au travers d'une intention et d'un objectif de séance. Rapidement, donc vous avez un axe ici pour la vitesse, un axe pour la force. Donc je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant que la puissance est égale à une force fois une vitesse. Puissance égale force fois vitesse. C'est la courbe noire que vous avez ici. Et bien, de manière assez sensée, plus je vais appliquer une charge, moins la vitesse sera importante, comme vous pouvez le constater ici. Plus je vais appliquer une vitesse importante et moins je pourrai mettre de charge. Donc pour vous qui êtes du milieu de l'entraînement sportif ou non, vous savez très bien que quand vous arrivez sur des charges lourdes, la vitesse qui est appliquée au mouvement est relativement faible et vice-versa. Quand je veux mettre une vitesse rapide, je vais soit manipuler, soit lancer des objets qui vont être relativement légers. Donc c'est la courbe noire que vous avez ici. Et en parallèle de ça, il faut comprendre que votre courbe de puissance diffère un petit peu. En parallèle de cette courbe de force-vitesse, vous avez la courbe verte que j'ai tracée ici, qui représente la puissance musculaire. La puissance va arriver à son apogée sur un point qu'on va qualifier de puissance maximale, à peu près à 60% de notre charge maximale, donc de ce qu'on appelle la répétition maximale, la 1RM, notre 100%. Quand on gravite autour des 60% de la 1RM, c'est à cette charge-là, à ces intensités-là, qu'on va être en mesure d'atteindre notre puissance maximale, notre Pmax. Qu'est-ce que la puissance? Donc je vous ai mis quelque chose d'assez rapide ici, mais juste pour le définir rapidement, c'est la vitesse à laquelle on va mobiliser une charge. Donc c'est le meilleur ratio en fait entre la charge et la vitesse de mobilisation de cette charge. Et on s'aperçoit, comme je viens de vous le dire, qu'à 60% de la 1RM, on atteignait notre pic en fait, notre Pmax. Et très naturellement, plus la charge va être importante et moins la puissance va être importante. Pourquoi? Parce que la composante vitesse va être très impactée. Et plus la vitesse va être importante, moins la puissance sera importante aussi. Pour quelle raison? Parce que la composante force de la puissance va être impactée. Donc c'est en fait trouver le meilleur ratio. Et on sait, après mesure en fait sur des athlètes, qu'on gravite autour des 60% de la 1RM pour notre puissance maximale. Maintenant, où se trouve ma force explosive dans cette courbe de puissance que je viens de vous définir rapidement? Elle se trouve ici, c'est la flèche rouge que je vous ai tracée. La force explosive est une des composantes de ma courbe de puissance. Et il s'agit en fait de la qualité d'accélération. Donc c'est en combien de temps je suis capable d'atteindre mon pic de puissance, mon Pmax. Voilà ce qu'est la force explosive. Donc maintenant qu'on a défini ces termes-là, ça prend beaucoup plus de sens. Si ici on a un ratio force fois vitesse, donc une vitesse à laquelle je manipule une charge, ma force explosive va être spécifique à l'accélération à laquelle je vais manipuler une charge. Donc les qualités d'accélération. Et on voit que c'est une composante, c'est quelque chose d'intégré à ma courbe de puissance, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ok, parfait. Donc du coup, on sait maintenant que la puissance, c'est la vitesse à laquelle je mobilise une charge, et la force explosive, c'est l'accélération à laquelle je mobilise une charge. Et donc, d'un point de vue pratique, pour quelqu'un qui s'entraîne et qui veut développer sa puissance max ou sa force explosive, dans les 2 cas de figure, il va utiliser des charges autour de 60% de son RM. Vrai ou faux?
Oui, donc ça va être notre gradient, si vous voulez. Donc c'est là où on a notre Pmax. Après, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans le développement de la puissance, vous savez qu'on peut aller sur un facteur un petit peu plus puissance-vitesse, où on va graviter entre les 50 et les 60%, puis des 60 aux 70% ou 70%, on va aller plutôt sur une composante puissance-force. Mais globalement, le Pmax, donc l'apogée du développement de ses qualités physiques, se situe à 60%. Ok. Donc on travaille à 60% de sa REM pour développer la puissance maximale et la force explosive. Mais du coup, d'un point de vue pratique, comment on peut différencier les deux? Tu m'as dit que la force explosive, c'est vraiment l'accélération. Et donc concrètement, moi, quand je veux travailler la force explosive, il faut du coup que je commence à partir d'un dead stop. Exactement. Donc on va partir d'un dead stop, c'est-à-dire qu'on va plutôt aller chercher des mouvements sur lesquels on doit vaincre la totalité de l'inertie. Donc on part d'un mouvement à vitesse 0, typiquement un squat jump, donc j'arme, je me place en position, pas de relance pliométrique, donc il n'y a pas de relance élastique musculaire. Et en fait, je viens vaincre l'inertie et j'essaie d'inscrire le plus haut niveau d'accélération possible sur mon mouvement. Donc vous commencez à vous rendre compte qu'on est sur des méthodes d'entraînement qui vont être axées qualitatifs. Et il va falloir inscrire une volonté dans ce que l'on veut faire. Donc il faut être vraiment à 100%, c'est des séances que l'on va faire avec un niveau de fraîcheur optimal, pas dans la fatigue. Ok, donc c'est-à-dire que quand je place mes exercices de force explosive ou de puissance max dans ma séance, je vais être plutôt au début de la séance et non pas à la fin pour être quand même frais. Absolument. Et tu as parlé de la qualité de l'exécution du mouvement. Donc, c'est-à-dire que si ma vitesse d'exécution commence à ralentir, j'arrête mon set. Absolument. Ouais, c'est très intéressant ce que dit Alex, puis on voit que c'est un spécialiste de la préparation physique aussi. En effet, c'est des mouvements sur lesquels l'échec technique va être à privilégier plutôt que l'échec musculaire. Donc ça va être l'échec technique. Donc dans la réalisation, la personne qui va prendre en charge, elle doit s'assurer que le niveau de vitesse appliqué ou le niveau d'accélération appliqué au mouvement reste au plus haut niveau. Et c'est pour ça que lorsque l'on travaille sur ce type de méthode d'entraînement, on excède rarement les 6 répétitions. Pourquoi? Parce qu'au bout de 6 répétitions, le temps sous tension musculaire commence à sortir un petit peu de ce que le corps peut assumer à très haute intensité. Donc on va passer sur des filières énergétiques qui tout simplement vont être moins efficaces en termes de rendement, en termes de puissance musculaire. Ok, parfait. Donc du coup, ici on reste très loin de l'échec musculaire. On ne veut pas que la barre ralentisse. Non. Si la barre ralentit, on n'est plus en train de développer ni la puissance ni la force explosive. Et on récupère. Et encore une fois, comme on est sur du travail qualitatif à très haute intensité, donc si je fais l'analogie, on n'est pas à très haute intensité dans de la force maximale proche de la 1RM, mais on est à très haute intensité du ratio force-vitesse. Et ce qui sous-entend donc une récupération qui va être plutôt maximale. Donc les délais de récupération entre chaque série vont être assez élevés. En développement de la puissance maximale ou de la force explosive, il n'est pas rare de voir des récupérations qui passent de 3 minutes 30, 4, 5, voire 6 minutes. Ok. Et donc du coup, l'haltéro, vu qu'on parle un peu de ce sujet aujourd'hui, l'haltérophilie est un outil qui va nous aider justement à développer cette puissance max et cette force explosive. On ne va pas utiliser l'haltérophilie pour faire de l'hypertrophie. Exactement. Et en fait, pour vous imaginer un petit peu la différence en termes de méthode d'entraînement, à quel moment je vais me dire l'objectif de séance, j'arrive à le déceler, je vois que c'est plutôt du développement de la puissance, et à quel moment je vois que l'intérêt de la séance, l'objectif est plutôt force explosive. Ça va être sur le temps sur lequel je vais essayer de maintenir tout simplement ce niveau de puissance. Si je vais faire par exemple 4, 5, 6 répétitions sur du squat jump, sur des snatchs à un certain pourcentage, etc., on va être plutôt sur un développement global de toute cette courbe-là, parce que je vais essayer de maintenir dans le temps, je vais avoir un temps sous tension un petit peu plus long, de maintien d'un haut niveau de puissance musculaire. Alors que quand je vais arriver sur des mouvements avec une volonté de développement plutôt de la force explosive, on va faire moins de répétitions pour être plutôt sur 1, 2, 3 shots. Donc on va être sur du one shot en général, 2, 3 répétitions pour aller travailler justement cette phase d'accélération, et on va voir que le focus, l'objectif de séance va tourner autour de tout ça.
Et pourquoi du coup, je rebondis sur ce que vient de dire Alex, l'haltérophilie est une discipline intéressante et très prisée par les préparateurs physiques d'autres disciplines qu'on retrouve aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a justement différentes composantes qui sont inhérentes à l'haltérophilie. Le dead stop, on part d'un mouvement avec la totalité de l'inertie, position barre au sol, et l'objectif, au travers de cette discipline de verticalisation, va être de monter la charge la plus lourde possible au-dessus de la tête. Et donc, il va falloir qu'il y ait un haut niveau d'accélération et un haut niveau de puissance musculaire. Auquel cas, la barre ne va pas monter et on va plutôt dériver sur d'autres disciplines telles que le powerlifting ou la force athlétique, par exemple, où là, on est sur des disciplines de force maximale, où la composante vitesse est très amoindrie, mais on est beaucoup plus sur la composante force maximale. En haltéro, on est sur le meilleur ratio force-vitesse pour qu'au travers de cette discipline de verticalisation, on soit en mesure de mobiliser la charge la plus lourde possible, en quelque sorte, mais qu'elle arrive au-dessus de la tête, donc un très haut niveau de puissance. J'espère que ça a été assez clair, ce que je viens de dire. Ouais. Oui, c'est très clair. Merci O'Brien. Et si jamais vous avez besoin de revoir, bien sûr, cette partie, n'hésitez pas, d'accord ? Revenez en arrière dans la vidéo et revoyez un peu ce graphique tel qu'il vous l'a présenté O'Brien. Donc, on vient de voir le principal avantage de la pratique de l'haltérophilie au sein de la préparation physique. Maintenant, on va passer aux deux autres. Donc, il nous reste la coordination et puis la mobilité. La coordination, donc commençons par la coordination. On va se remettre assis. On va repasser, on va se remettre assis. J'espère donc que cette petite partie sur le développement de la puissance maximale et de la force explosive a été suffisamment claire. Donc je vais y revenir très rapidement. On va vous projeter en plus ici le tableau sous format PDF. Donc ça sera peut-être un petit peu plus propre et peut-être plus visuel pour vous. Donc rapidement, si je reprends les méthodologies, parce qu'on est des hommes de terrain et des femmes de terrain, on est des gens qui souhaitons pouvoir mettre en pratique tout simplement tous les apports théoriques que l'on a. Donc il nous faut des méthodes d'entraînement tout simplement. Qu'est-ce qui va faire quelque part que je vais avoir un objectif plutôt force explosive ou plutôt développement de la puissance maximale? Comme je vous l'ai dit juste avant, ça va être déjà dans l'objectif de votre séance. Est-ce que mon objectif c'est le développement de cette phase d'accélération ou est-ce que c'est globalement la puissance en watts brut que je vais développer sur un temps donné? Et donc, au travers de ces composantes-là, vous allez voir que si je veux faire plutôt de la force explosive, beaucoup moins de répétitions, puis on va plutôt avoir un focus sur barre à zéro et est-ce que j'arrive à mettre le plus haut niveau d'accélération possible à mon mouvement. Typiquement, l'arracher, l'épauler, jeter. Si j'ai une charge plus lourde et que j'arrive toujours à l'arracher ou à l'épauler, ça sous-entend que j'ai eu un meilleur niveau d'accélération. Et comme l'accélération, la force explosive est intégrée à ma courbe de puissance, ça sous-entend aussi un meilleur niveau de puissance. Puisque j'ai plus lourd, ça monte toujours au même endroit. Donc forcément, j'ai eu un niveau de puissance plus élevé. Et donc je vais cibler ici ce zéro accélération maximale pour pouvoir réaliser mon mouvement, puisqu'on parle d'haltérophilie. Ou alors, je vais être sur une répétition d'un haut niveau de puissance et puis je vais faire par exemple 5 répétitions à l'arraché ou à l'épaulé ou au jeté et je vais essayer de maintenir un haut niveau de puissance musculaire sur un temps donné un petit peu plus long. Donc est-ce que mon focus c'est sur cette accélération ou c'est la capacité à maintenir un haut niveau d'intensité? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pratiques? Des exemples pratiques. Globalement, quand on veut travailler la force explosive, on va donc être sur ces pourcentages-là que vous avez vus. Alors, je vais déjà faire un petit aparté là-dessus. Ce qui est intéressant en haltérophilie, c'est que quand on parle de son 100% à l'arraché ou de son 100% à l'épaulé jeté, on n'est pas sur du 100% de sa répétition maximale. Pourquoi? Alors, je m'explique. Ça ne sont pas des mouvements de force maximale. On est bien d'accord. Ça sont des mouvements de force explosive. Et les mouvements de force explosive numéro 1. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, des haltérophiles ont un niveau de force explosive plus élevé que des sprinteurs de 100 mètres. Et c'est pour ça d'ailleurs que les sprinteurs, par exemple, utilisent l'outil haltérophile intégré pour pouvoir développer la force explosive. Donc si je reprends rapidement sur cette histoire de pourcentage de la répétition maximale, il faudrait plutôt voir son arraché comme un pourcentage de son tirage lourd d'arraché. Qu'est-ce qu'un tirage lourd d'arraché? C'est ni plus ni moins qu'un soulevé de terre ou un deadlift avec un grip d'arraché. Donc c'est notre soulevé de terre à nous haltérophiles qui s'appelle le tirage lourd, sauf qu'on en a deux. Le tirage lourd d'arraché avec un grip d'arraché, puis bien entendu le tirage lourd d'épaulé avec notre grip d'épaulé. Qu'on appelle nous le deadlift.
que vous appelez vous le deadlift, qui peut avoir soit une prise mixte, soit une prise les deux mains en pronation, avec un soulevé de terre, soit en sumo, semi-sumo, traditionnel. Ben nous, c'est notre position de départ en fait, de notre arraché, de notre épaulé jeté, avec exactement le même grip. Et quelque part, quand vous faites le ratio de alors combien je fais sur mon tirage lourd d'épaulé, deadlift, et combien je suis capable d'exprimer sur mon épaulé jeté, ben, on s'aperçoit qu'on tourne autour des 60, 70%, 70% pour nos amis suisses romans. On tourne autour de ces ratios-là. Et c'est là qu'on commence à comprendre que, en fait, l'haltérophilie, de manière assez, je sais pas comment dire, voilà, non, je reprends. Et c'est là qu'on se rend compte que l'haltérophilie, de manière assez naturelle, bah, nous a amené à développer ce type de qualité physique-là. Pourquoi? Parce qu'on est sur des mouvements de verticalisation, où il faut mettre une barre quand même bras tendus au-dessus de la tête. Donc il faut quand même un certain niveau de puissance, un certain niveau d'accélération pour que cette barre elle finisse bien au-dessus de la tête, à X mètres au-dessus du sol. Et derrière, en plus, on a l'utilisation d'un ratio qui tourne en tout autour des 60, 70%, 70% de ma 1RM, de soit mon tirage lourd d'épaulé, mon deadlift, soit mon tirage lourd d'arraché, mon deadlift avec mon grip d'arraché. Et donc on est en plein dedans. Pour revenir à l'exemple pratique du coup, donc si on prend le tirage lourd d'arraché, donc un deadlift en prise arrachée, ouais. Et je veux une séance type pour développer la puissance max, par exemple, avec ce mouvement-là. Oui, alors une séance type pour développer la puissance ou la force explosive sur par exemple ce mouvement du deadlift, ça va être assez compliqué de le développer au travers du mouvement du deadlift en lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, le deadlift, jusqu'à preuve du contraire, on laisse les bras tendus. Et donc, on ne va pas pouvoir exprimer ce niveau de puissance, en fait, on va le brider quelque part. Et c'est là où justement on va rebondir sur nos notions de coordination. C'est là où ça devient intéressant. Quelque part, l'haltérophilie, c'est un moment où on ne va pas freiner la fin du mouvement. On va vouloir maintenir le niveau de vitesse et le niveau d'accélération pour justement, au final, amener la barre à ralentir le moins possible sur la phase de chute. Donc, ça devient un peu technique, mais sur la phase de chute. Et en fait, l'objectif pour l'haltérophile, c'est le plus longtemps possible tirer pour quelque part amener la barre vers le plafond. C'est ça notre objectif. Donc, il n'y a pas de bridage de l'haltéro quand il tire une barre. Donc, on va se servir de mouvements semi-techniques. Des tirages hauts d'arraché ou d'épaulé, par exemple, où la barre elle va venir très très proche au niveau du menton. Donc, on va envoyer un haut niveau de puissance avec le membre inf, mais ça va être couplé à des qualités de coordination. Et donc, dans la pratique, eh bien, il va falloir prendre ces mouvements déconcentrés du mouvement complet, l'arraché ou l'épaulé ou le jeté éventuellement. Et ce mouvement semi-technique, il va nous permettre d'exprimer des hauts niveaux de puissance. Et c'est au travers de ces mouvements-là qu'on va pouvoir le mettre en pratique. Après, sur la méthodologie, si vous aimez les recettes de cuisine, en termes de série, de répétition et de récupération, j'en avais parlé avant, ça va être ces mouvements-là qui vont être faits autour de 4 à 6 séries maximum, 4 à 6 répétitions maximum, mais ça peut aller en dessous bien entendu, et les récupérations plutôt tirées vers des récupérations de 3 minutes 30, 4 minutes, donc on n'est pas sur des charges très très lourdes. On est autour des 60%, mais on est sur du travail qualitatif. Donc il faut s'assurer d'avoir une récupération quasi complète. Donc à minima 3 minutes 30 de récupération. D'accord. Et pour développer la force explosive, on a dit qu'il faut partir d'un dead stop. Est-ce que c'est forcément un dead stop? Est-ce que c'est forcément la barre au sol? Ou elle peut être à partir de blocs ou même en suspension? Oui, on peut utiliser des plots, on appelle ça, donc on peut partir des blocs, on peut partir des racks, si on fait du jeté des supports, on appelle ça, on peut partir en suspension, on a déjà une mise en tension préalable de la chaîne postérieure. Ces mouvements-là, si vous voulez, sont très spécifiques à quelle est la phase du mouvement que veut travailler l'haltérophile. Et donc là, en préparation physique aussi, ça peut être très intéressant. Alors je vous image un cas de figure concret, je suis sprinter. Est-ce qu'il y a un moment dans mon sprint sur 100 mètres où mon genou passe l'angulation des 90 degrés, des 90 degrés? Jamais je passe en dessous. Je me retrouve jamais sur mon sprint à courir en flexion de genou complète. Donc quelque part, est-ce que vraiment c'est rentable de travailler en amplitude complète pour un sprinter? Moi, je ne pense pas. Je ne sais pas ce qu'en pense Alex. Oui, tout à fait. Je ne pense pas. Donc c'est dans ce cas-là qu'on va utiliser des plots, qu'on va se mettre en suspension pour travailler sur des angulations qui vont en fait faire référence aux angulations articulaires que vont retrouver ces athlètes-là.
Un joueur de rugby, en général, on le met en suspension ou déplo parce que pareil, on est sur une coordination motrice de course à pied, de sprint. Et donc, on n'est jamais sur des angulations complètes. Là où en haltérophilie, nous, on est jugé sur un mouvement qui arrive bras tendu au-dessus de la tête sans temps de bras et qui nous permet de manière réglementaire d'être en flexion complète. D'où le travail en flexion complète, parce que c'est là où on va pouvoir mobiliser la charge la plus lourde, puisqu'on va être en mesure de chuter sous sa barre. Donc tout dépend quelque part de quelle est la discipline que je prends en charge. Est-ce que j'ai des basketteurs, des hockeyeurs, est-ce que j'ai des haltéros, des tennisman, etc. Puis en fait, il va falloir contextualiser la discipline compétitive pour laquelle je prévois une préparation physique, puis intégrer l'outil haltérophile de façon à ce que ça ait du sens par rapport à cette discipline. Bien sûr, c'est tout simplement le principe de spécificité, hein, d'accord, le principe de base quand même de la préparation physique. Tu nous as parlé de coordination, on va peut-être élaborer un peu plus là-dessus. Donc on a déjà vu le premier objectif, c'est le développement de la puissance et de la force explosive. Donc je pense qu'on a bien parlé de ça et j'espère que c'est clair pour vous. Le deuxième avantage, c'est le travail de la coordination. Donc est-ce que tu peux un peu plus élaborer sur c'est quoi la coordination et comment est-ce que l'haltérophilie peut aider un athlète à être plus agile, plus coordonné, plus efficace dans son transfert de force? Oui, donc les aspects techniques sont très importants et c'est intéressant parce que j'ai l'occasion d'en parler avec soit mes collègues homologues de la Fédération suisse d'haltéro, pour lesquels eh bien, on a une formation qui est en cours et on parle justement de tous ces aspects techniques. Est-ce qu'il vaut mieux pousser la jeune génération à mettre des plates sur sa barre ou est-ce qu'on va plutôt travailler sur des composantes techniques? Nous, l'objectif, très sincèrement, il est autour des aspects techniques et je pense que n'importe quel préparateur physique de n'importe quelle discipline sera d'accord avec moi. Dès le moment qu'on a les bonnes coordinations motrices, derrière, il va être relativement aisé en améliorant son niveau de force maximale eh bien, de faire monter les charges tout simplement. Et si je reviens sur l'exemple d'Alex, donc plutôt la question d'Alex qui tourne autour de la coordination, à mon sens, il faut déjà distinguer deux choses. Une coordination que je qualifie de synchronisation, dans mes termes à moi, coordination intramusculaire. Donc est-ce que je vais être en mesure de mobiliser un maximum de fibres musculaires au sein d'un même muscle? Donc c'est déjà le premier aspect. Si je vous donne quelque chose qui image, c'est est-ce que je suis tout seul à pousser ma voiture ou est-ce qu'on est plusieurs? Si on est plusieurs à pousser une voiture, vous vous rendez compte qu'on va aller plus vite à un endroit. C'est un petit peu l'idée, c'est est-ce que j'arrive à mobiliser un grand nombre de fibres musculaires. Et ça, on s'aperçoit qu'il y a différentes méthodes pour recruter un maximum de fibres de manière spatiale dans l'espace. Ça va être premièrement de mobiliser des charges à haute intensité proche de sa répétition maximale, donc c'est justement le travail en force maximale, mais aussi on est sur un recrutement spatial d'un maximum de fibres musculaires quand on inscrit de hauts niveaux de vitesse. Et là, on rebondit sur notre discipline où justement on a des niveaux de vitesse qui sont tellement élevés que le muscle, de manière intrinsèque, donc la coordination intramusculaire, s'opère et fait en sorte qu'un maximum de fibres musculaires viennent dans un temps donné, donc de manière spatiale, on recrute un maximum de fibres. J'espère que ça a été relativement clair. Le deuxième aspect, ça va être la coordination intermusculaire. Donc ça va être ce qu'on appelle nous coordination, en fait, c'est le terme qu'on utilise, mais ça nous permet de redéfinir ces deux termes. C'est comment un groupe musculaire va transmettre une force à un autre groupe musculaire ou à une ceinture, par exemple ceinture pelvienne à la ceinture scapulaire, membre info, membre sup, etc. Et là, on va passer sur différents éléments. Le premier, ça va être le caisson abdo-lombaire. Super important. Si vous voulez, vous avez deux ceintures, donc je vous apprends peut-être rien, vous avez votre ceinture pelvienne, votre ceinture scapulaire. Ça sont deux ceintures qui peuvent être mobilisées de manière distincte ou qui peuvent travailler ensemble, mais la charnière entre les deux va être justement ce caisson abdominal. Premier aspect, donc, pour vous, ça va être de vous assurer qu'on a déjà le bagage caisson abdo-lombaire suffisamment fort pour pouvoir transmettre un maximum de force. Si je vous donne une autre image, vous avez un ballon bien gonflé, un gainage efficace, quand vous frappez dans le ballon, il part relativement loin. Vous dégonflez ce même ballon, il va restituer peu finalement, il va aller beaucoup moins loin. Pourquoi? Parce qu'il va se déformer, il va absorber de l'énergie. Je rebondis sur ce terme de caisson abdominal. J'ai déjà fait une vidéo sur la position d'hyperextension du rachis, qu'on retrouve très souvent chez les débutants, qui n'est pas bonne.
je ne sais pas si tu me rejoins, O'Brien, on ne veut pas un rachis en hyper-extension, on veut plutôt un rachis en position neutre. Et quand on parle d'extension du rachis dans le monde de l'haltéro ou même dans le monde du powerlifting, on parle du maintien isométrique des courbures naturelles du rachis sous charge. Parce que la charge, elle nous pousse à fléchir le rachis. D'accord, c'est tout simplement la gravité. Donc du coup, on va recruter les érecteurs du rachis pour maintenir ce rachis en extension, mais pas en hyperextension. Il faut que le plancher pelvien soit toujours, le plan de la ceinture pelvienne soit toujours parallèle à celle de la ceinture scapulaire. Et donc le plancher pelvien toujours au-dessus du diaphragme. Mais j'en parle un peu plus en détail de ceci dans une autre vidéo que je vais vous mettre dans les pièces jointes. Comme ça, vous pouvez aller regarder un peu mieux comprendre cette notion de caisson abdominale que je vais aussi aborder dans une prochaine vidéo quand je vais parler de la respiration en musculation et de la manœuvre de Valsalva et comment on utilise aussi une ceinture de force. Parce que la ceinture de force, et O'Brien peut me corriger si jamais je dis des choses qui ne sont pas vraies, va aider à augmenter la pression intra-abdominale et à rendre ce caisson beaucoup plus stable et rigide. Absolument. La ceinture n'est pas là pour protéger les lombaires, d'accord? Elle est là pour augmenter la pression intra-abdominale et augmenter la rigidité de ce caisson intra-abdominal. Et bien sûr, par effet secondaire, protéger les lombaires, mais la première utilisation et le premier intérêt de la ceinture de force, c'est de maximiser le transfert de force entre les membres inf et les membres sup à l'aide d'un caisson abdominal encore plus sous pression. En fait. Exactement. Oui, c'est très intéressant. Et en fait, on le remarque, quand vous allez en salle, dès le moment que vous avez des spécialistes de powerlifting, de body, d'haltéro, peu importe le sport de force, avec un grand F, les différents types de force que vous pratiquez, vous apercevez qu'il y a un usage de cette ceinture de force. Donc il ne faut pas le sortir de son contexte. La ceinture de force ne va pas venir soutenir un caisson abdo-lombaire qui n'est pas efficace. Il faut absolument travailler vos qualités en termes de gainage abdo-lombaire. Derrière, votre ceinture de force, elle sert à quoi? À un moment, vous avez tout un maillage abdominal, donc, avec votre transverse, vos obliques, votre grand droit de l'abdomen. Mais cette ceinture de cuir, elle va vous permettre d'apporter une surface de contact, donc de venir vous appuyer sur cette ceinture rigide pour encore améliorer davantage cette pression, cette pression que vous avez intra-abdominale. Exactement. Et en parallèle de ça, donc Alex, vous parlez du Valsalva, très important. Quelle est la deuxième méthode que je peux amener? C'est de comprimer par un autre caisson que vous avez au-dessus, qui est le caisson thoracique, de venir comprimer davantage le diaphragme pour augmenter encore plus cette pression. Et c'est pour ça que quand on part sur des mouvements à charge très lourde ou qu'on veut faire des mouvements avec de hauts niveaux de vitesse, etc., on part sur des poumons complètement gonflés. C'est l'image du ballon que je vous ai donné tout à l'heure. Mais il y a deux effets là-dessus. C'est d'avoir en plus un caisson thoracique vraiment sous pression et en plus, le fait d'inspirer comme ça, votre diaphragme va s'abaisser. Donc en abaissant votre diaphragme, vous allez comprimer davantage votre caisson abdominal en dessous. Donc il y a tout un intérêt de maîtriser aussi ce Valsalva et la respiration spécifique aux disciplines de la force. Je pense que là, on a fait le tour de la question. Effectivement, le principe du gainage tel que nous, on l'emploie dans les sports de force, ce n'est pas faire la planche, d'accord? C'est vraiment un gainage 3D dans le sens où je veux augmenter cette pression intra-abdominale. Et la ceinture de force, elle va venir m'aider à, quand je mets une ceinture de force, mon but, c'est de l'exploser. Je vais essayer de mettre le plus de pression possible et je vais pousser contre la ceinture, vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière, de façon à, je vais imaginer que j'ai envie d'exploser cette ceinture. Je ne sais pas si tu me rejoins sur cette notion. Oui, donc ça c'est la volonté que vous mettez quand vous mettez la ceinture de force. Après, quand vous faites des séances pour travailler justement ce qu'on appelle le gainage de manière standard, vous allez quand même aller recruter ce qu'on appelle le transverse qui permet le maintien des organes. Donc faut pas tout mélanger. Quand vous avez la ceinture, vous allez prendre appui sur cette ceinture, mais mobiliser justement vos muscles qui permettent un maintien au niveau abdominal. Mais ça passe par quoi? Ça passe déjà par une ceinture abdo-lombaire ou une ceinture abdominale
très efficace. Donc un transverse qui maintient les organes, un droit de l'abdomen très fort, des obliques très forts et en parallèle des érecteurs du rachis qui permettent d'éviter cette flexion du rachis, donc un maintien des courbures physiologiques comme vous l'a dit Alex. Alors vu qu'on parle de ceinture, ça fait bien sûr partie intégrante du travail de la coordination. D'accord ? Parce que c'est ce qui va me permettre, entre autres, c'est un des facteurs primordiaux du transfert des forces des membres inférieurs vers les membres sup. Si je suis tout mou au niveau de la sangle abdominale, je n'aurai aucun transfert. Donc, j'aimerais juste te demander, O'Brien, avec tes athlètes, à partir de quand tu conseilles l'utilisation de la ceinture ? Est-ce qu'il faut déjà avoir un niveau de force avant de mettre la ceinture ? Ou comment est-ce que tu juges quand est-ce que tu introduis la ceinture de force chez tes athlètes ? Je pense qu'il y a deux écoles. Il y a l'école où vous allez avoir des gens qui vont vouloir habituer les athlètes déjà au port de la ceinture, ce qui n'est pas forcément ma manière d'appréhender la ceinture de force. Je préfère faire travailler sur un caisson abdo-lombaire fort, puis quand on commence à arriver sur des niveaux de performance, donc ce qui sous-entend quoi ? Qu'on a déjà un niveau technique suffisant, une pratique qui a duré X mois, voire X années, un caisson abdo-lombaire pour lequel on a de bonnes sensations et on a un bon niveau de gainage statique et dynamique surtout, c'est ça qui nous intéresse. Et à partir de là, quand on commence à s'apercevoir que ça peut apporter un plus à la performance, à ce moment-là, on peut intégrer la ceinture de force. Donc concrètement, si tu veux me donner des valeurs, des chiffres, à partir de quand je fais du squat, je fais du soulevé de terre, je fais de l'arraché, à partir de quand je peux utiliser une ceinture ? À partir du moment où je suis à minima confirmé et à partir du moment où j'arrive à des niveaux d'intensité élevés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, franchement, vous êtes sous les 80% de votre 1 RM, je vois pas forcément l'intérêt de mettre une ceinture de force. Ok, mais si j'ai une RM qui correspond à mon poids de corps, est-ce que je mets une ceinture ? Non. Ok, donc à partir de combien de poids de corps, à partir de quelle force, l'utilisation de la ceinture devient intéressant. Je ne vais pas demander à quelqu'un de mettre une ceinture de force s'il a un squat ou un soulevé de terre qui est l'équivalent de son poids de corps. Ça n'a pas de sens, tu es d'accord avec moi ? Exactement. Donc à partir de combien de fois mon poids de corps ? C'est compliqué parce que vous allez avoir des gens qui vont avoir un niveau de pratique depuis 10 ans, mais ils ont un squat qui n'est pas très bon parce que les leviers internes font que, parce que la typologie musculaire fait que, et en fait, ils ne seront jamais faits pour les sports de force. Donc, et eux, ils n'ont jamais de ceinture de force ? Ils n'ont jamais de ceinture de force, puis s'ils veulent en mettre une, de toute façon, ils n'amélioreront pas forcément leur niveau au squat, au soulevé de terre, au bench press, en arraché, en épaulé jeté, parce que ça ne va pas être le gainage qui va être limitant. Il faut que vous puissiez déceler que le gainage a besoin d'être soutenu. Cette question, elle est compliquée à répondre, parce que si je te donne un chiffre, ou si je vous donne un chiffre, vous allez dire « Ouais, mais dans le podcast, il a dit que… » Et là, on est en dessous. « Ouais, mais parce qu'il y a d'autres composantes qui peuvent entrer en ligne de mire. » Par contre, il faut que vous ayez affaire à un niveau avancé. Avant le niveau avancé, c'est-à-dire qu'il y a au moins, je dirais, 18 mois de pratique, qui ait eu une évolution relativement constante, et puis vous vous rendez compte que vous arrivez à un plateau en termes de performance, là, on va entrer dans des méthodes de préparation physique plus avancées, parce qu'on n'est plus sur un débutant qui est arrivé à un stade relativement élevé en termes de niveau, en termes de performance. Ok. Donc tout à fait, je rejoins tout à fait O'Brien dans sa vision et dans sa manière de voir les choses. Personnellement, la ceinture de force, si j'ai des chiffres à vous donner, grossièrement, généralement, sans l'appliquer à la lettre, d'accord, c'est juste des guidelines, c'est à partir à peu près de 2 fois votre poids de corps sur des squats et des soulevés de terre. T'en penses quoi ? Moi, je pense que c'est une bonne donnée. Après, on est sur une courbe de Gauss, donc le gradient que tu donnes, il va correspondre à 90%, à 90% des gens. Puis les 10% qui sont hors de cette courbe… Bien sûr, donc c'est juste des généralités. C'est une généralité. Voilà, pour donner un peu un repère. D'accord, ce n'est pas une règle gravée dans la roche qu'il faut absolument respecter. Donc on a parlé du caisson intra-abdominal, on a parlé de l'utilisation de la ceinture, ça fait partie de la coordination. On va continuer sur ce terme de coordination. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc la coordination, ça a été très important de parler du gainage parce qu'on ne peut pas coordonner un mouvement sans un caisson rigide. Je pense que vous l'avez compris, on va pas y revenir dessus. Donc à partir de là,
Pourquoi l'haltérophilie est une bonne discipline de coordination? Tout simplement parce qu'on va mobiliser en fait l'intégralité des muscles du corps. On a quasiment la totalité des muscles du corps qui travaillent sur un arraché, un épaulé et un jeté. Allez, je vais vous dire, il y a peut-être 2 parents pauvres, ça va être le grand pectoral et le biceps brachial. C'est les 2 muscles chez l'haltérophile, s'ils ne les travaillent pas en parallèle, ils ne vont pas être très développés. Parce qu'on est sur des mouvements de triple extension sur le membre inférieur, donc extension de cheville, extension de genou, extension de hanche, qui va être couplé à un fort travail du caisson abdo-lombaire et des érecteurs du rachis. Donc il n'y a pas une extension du rachis, encore une fois, comme vous l'a dit Alex, mais il y a un maintien des courbures physiologiques. Donc il y a un gros travail isométrique, une contraction isométrique, contraction musculaire sans mouvement, contraction isométrique au niveau de ses paravertébraux, de ses muscles érecteurs du rachis, pour vous tenir dans une position propice à la verticalisation, à l'extension. Et après, on va avoir tous les muscles au niveau de la ceinture scapulaire qui vont travailler sur ce mouvement de tirage menton et les extenseurs au niveau du coude. Donc on s'aperçoit que c'est surtout les triceps au niveau du coude qui vont travailler, pas tant les biceps. Puis on est plutôt sur des mouvements de tirage plutôt que sur des mouvements de poussée. Et là, vous comprenez pourquoi le grand pectoral et le biceps brachial sont un petit peu les parents pauvres de cette discipline. C'est pas grave, on peut faire une séance à côté. Donc pour revenir rapidement sur cette notion de coordination, ce qui va être important de comprendre, c'est qu'il y a toute une technicité autour de cette coordination. Comment je peux transmettre la poussée au travers de la triple extension du membre inf à ma ceinture scapulaire? Quand vous regardez, le volume musculaire qu'on a sur le membre inf n'est pas du tout le même qu'on a au niveau du membre supérieur. Et donc, il serait illusoire de se dire que en tirant complètement avec les bras et avec les muscles de la ceinture scapulaire, je vais snatcher ou je vais épauler ma barre sur ma 1RM, c'est pas possible. Il va falloir que vous ayez une transmission, comme une transmission sur une voiture ou sur une moto, que vous ayez une transmission des forces qui se rapproche du 100%. C'est-à-dire que j'ai exprimé un niveau de puissance et de force explosive avec le membre inférieur et j'arrive à en restituer la quasi-totalité, quasiment les 100%. Et donc là, il va y avoir toute une technicité de proximité de barre et de maintien du centre de gravité et du centre de gravité de la barre au-dessus de notre propre centre de gravité pour avoir le mouvement le plus optimal et le moins de déperdition d'énergie d'arrière en avant ou latéral, mais plutôt un mouvement qui soit quasi à 100% de bas vers le haut, un mouvement de verticalisation. Tout à fait. Et donc je pense que le travail du coup technique est très important en haltérophilie et c'est pour cela que vous avez des semi-techniques que vous utilisez pour apprendre aux athlètes à faire un arraché complet ou un épaulé jeté complet. Exactement. Et donc avant de parler de l'initiation, je vais parler de la démarche en club d'haltérophilie. Comment en club d'haltérophilie on prend en charge le débutant, le néophyte, la personne qui n'a jamais fait? Eh bien, on s'excentre un petit peu de ce qui est fait aujourd'hui dans le milieu CrossFit, alors sans casser du sucre sur le dos du CrossFit, une discipline que j'adore, mais une discipline qui à mon sens est faite pour des personnes de niveau au moins confirmé. Il faut une maîtrise technique. On ne peut pas prendre un débutant et lui dire « je te montre un snatch, à toi ». Ça, c'est pas possible. Ça, pour moi, c'est un non-sens. Vous avez des coachs de CrossFit, des entraîneurs de CrossFit avec qui je travaille, qui, eux, ont plutôt une démarche comme on fait en club d'haltérophilie. Et c'est ce que je soutiens fortement et ce que je conseille, c'est d'avoir une dynamique avec première année, initiation. Et vous savez qu'en haltérophilie, on peut commencer la compétition très jeune. Donc, pour le côté français, vous pouvez commencer la compétition à partir de 11 ans, vous démarrez dans les catégories minimes. Vous pouvez même commencer antérieurement à cette date. J'ai vu en compétition des enfants de 6 ans faire des barres. Mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas des barres de 15 ou de 20 kg, des barres olympiques hommes ou femmes. Ça va être des baby bars de 2 kg avec des poids d'initiation, des poids de 2,5 ou éventuellement des poids de 1, des poids de 5, etc. Et en fait, on est sur une stratégie d'acquisition motrice et d'acquisition technique. Donc, on va aller sur une première année sur laquelle comme on le disait tout à l'heure, quand on veut développer la force explo et la puissance, eh bien, on va être sur du qualitatif. Notre première année est sur du qualitatif technique. On va juger la technique et non pas la charge. Ok, mais le sujet de ce podcast, c'est comment utiliser l'haltéro au sein de la préparation physique pour des non-haltérophiles. Eh bien, il va falloir passer par cette même méthode d'initiation fédérale. Ok. Qui, sincèrement, se résume en 10-15 minutes maximum. On va le voir tout à l'heure dans d'autres vidéos qui vont sortir petit à petit. Tout à fait. Donc on aura encore 3 autres vidéos qui vont sortir avec O'Brien, encore une fois,
pour vous montrer comment on s'initie à l'arraché, comment on s'initie à l'épauler et comment on s'initie au jeté. Exactement. Et c'est intéressant parce que l'école française, qui est sur la partie Ouest Europe, à mon sens, la méthode la plus développée, si ce n'est au niveau mondial, c'est une stratégie d'apprentissage par reconstruction. Et donc, on va partir de la phase la plus simple du mouvement vers la partie la plus complexe. Quelle est la partie la plus complexe? C'est la partie barre au sol. Partir barre au sol sous-entend de maîtriser déjà les coordinations du deadlift, du tirage haut, de maîtriser la chute sous la barre, etc., etc. Donc, on ne va pas partir de ce point technique-là. On va partir une barre à hauteur de hanche, puis on va commencer à faire comprendre qu'il y a un tirage de bras. On va faire du tirage menton, on va partir sur du tirage de bras, puis ensuite on va reconstruire petit à petit le mouvement en partant en suspension haute au-dessus des genoux, puis en suspension basse sous les genoux, puis barre au sol. Et à côté de ça, on a en plus d'autres stratégies de correction et d'acquisition technique avec d'autres semi-techniques pour travailler le passage, pour travailler les chutes. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont peur de la chute, etc. Et donc, grâce à cette dynamique d'initiation fédérale, très sincèrement, si vous la maîtrisez bien, vos athlètes en l'espace de 3, 4, 6 semaines vont commencer à maîtriser l'outil haltérophile et vous pourrez vraiment l'utiliser, l'intégrer à vos séances de préparation physique, dans vos prises en charge. Et non pas dans une optique de discipline haltérophile, je veux te faire faire de la compétition, mais je veux utiliser cet outil, maintenant que tu en maîtrises le b.a.-ba technique, pour développer des qualités de puissance, des qualités de force explosive, travailler sur la coordination musculaire, puis un autre aspect dont on va discuter tout à l'heure, la mobilité. Et en fait, on va utiliser cet outil pour développer des qualités physiques. Tout à fait. Donc ça, ce sont des choses qu'on va voir en détail dans d'autres vidéos, spécifiques à chacun des mouvements, des 3 mouvements en haltéro. Mais du coup, pour finir ce podcast aujourd'hui, on aimerait parler un peu de la mobilité. O'Brien a dit que la pratique de l'haltérophilie telle qu'on la voit en CrossFit est réservée à des gens de niveau confirmé en haltéro. D'accord ? On parle bien d'haltérophilie ici. Si on prend des gens qui n'ont aucune notion, qui n'ont jamais fait des mouvements type haltéro avec une barre et qu'on leur fait faire directement des snatchs, des épaulés jetés, ça fait la catastrophe. Et je pense que l'un des facteurs qui fait souvent défaut, c'est la mobilité. Tu en penses quoi, O'Brien ? Je pense que c'est un caractère très important. Comme toutes les autres disciplines sportives, l'haltérophilie est une discipline qui nécessite un bagage en termes de mobilité minimum. Et ce bagage minimum est quand même contraignant. Il faut une très bonne mobilité de cheville, il faut une très bonne mobilité de hanche, il faut une très bonne mobilité d'épaule. Et globalement, c'est ce qu'on retrouve chez la personne moyenne, voire sédentaire, peu de mobilité d'épaule, de hanche et de cheville. Donc on attaque directement là où ça fait mal. Tout à fait. Et donc là, à mon sens, il va falloir mettre en place aussi une stratégie. Là, vous en avez les compétences en général. C'est comment je vais intégrer ce travail de la souplesse. Je vous rappelle que la mobilité, c'est un travail d'une qualité physique qui s'appelle la souplesse. C'est comment je vais travailler la souplesse, comment je vais améliorer ma mobilité, qui à mon sens est la souplesse appliquée au mouvement quelque part. Comment je vais travailler ma mobilité pour pouvoir avoir des mouvements haltérophiles qui soient corrects et non dangereux. Et donc là, ça va être soit j'intègre des mouvements spécifiques dans mon échauffement, ce que je recommande de toute façon, prendre des mouvements de mobilité spécifiques, épaules, hanches et chevilles dans mon échauffement pour préparer à ce qui arrive et puis pour, au fur et à mesure du temps, améliorer cette mobilité qui peut faire défaut. Et en plus, en fin de séance, peut-être privilégier un petit travail d'étirement sur 5 minutes et conseiller éventuellement de faire des assouplissements à la maison à votre clientèle. Tout à fait. Et donc dans les vidéos qu'on va faire ensemble avec O'Brien sur les 3 mouvements d'haltéro, on va vous montrer quelques exemples d'échauffement articulaire et de mobilité spécifiques pour chaque mouvement. Et comme il l'a dit, très souvent, ce qui fait défaut, c'est la mobilité de la cheville. On le voit aussi en squat, d'accord ? On le voit beaucoup en squat. Les gens ont une mauvaise dorsiflexion, ils n'arrivent pas à faire une bonne flexion de la cheville. On voit aussi un manque de mobilité au niveau de la flexion de la hanche, mais c'est quand même moins souvent que le manque de flexion au niveau de la mobilité de la cheville. D'accord, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. La mobilité de la cheville, vous avez 10 personnes devant vous, il y en a au moins 8 qui vont avoir une mauvaise mobilité de la cheville.
Ouais. Après, au niveau de la hanche, à mon sens, c'est pas tant la flexion-extension de hanche qui va faire défaut, c'est la capacité de venir ouvrir les genoux, de partir sur l'abduction de la hanche. C'est l'abduction. Et c'est ce qu'on retrouve aussi en squat. C'est pour cela qu'on vous dit tout le temps, poussez ses genoux vers l'extérieur. On a une meilleure flexion de hanche, et j'en parle aussi dans une autre de mes vidéos. On a une meilleure flexion de hanche quand la hanche est en abduction. Généralement, bien sûr, hein, vous allez toujours trouver des gens qui ont une meilleure flexion de hanche avec la hanche plutôt dans une position neutre, largeur bassin. Mais très souvent, quand j'écarte un peu plus, je peux aller chercher un peu plus loin en flexion de hanche. C'est aussi anatomique. Tout à fait. C'est le positionnement de la tête fémorale dans votre cavité acétabulaire au niveau de la hanche. Voilà. Et puis si je reste dans l'axe, je risque d'arriver sur une butée osseuse, alors que si j'ouvre sur l'extérieur, je vais pouvoir faire monter mon genou au-dessus de l'axe de ma ceinture pelvienne de ma hanche. Donc ça, c'est les influences ostéo-articulaires du bassin et de la coxo-fémorale que j'aborde aussi dans ma vidéo que j'ai citée avant. Donc allez-y, regardez-la. Ça va vous aider vraiment à faire Je vous montre un test pour scanner un peu votre articulation coxo-fémorale et découvrir dans quelle position d'abduction vous avez la meilleure flexion. Ensuite, on a parlé de la mobilité de l'épaule. Et dans le cas de l'haltérophilie, on a besoin d'une mobilité en flexion et en rotation externe. Tu es d'accord? Oui, absolument. Et donc souvent, c'est là aussi où ça coince. Ça coince parce que y a plusieurs choses, comme on va le voir dans d'autres vidéos, il y a plusieurs muscles qui peuvent limiter cette flexion de l'épaule et la rotation externe. Et puis on a aussi la mobilité du rachis. Donc il faut qu'on puisse partir de cette position où on est souvent coincé en flexion avec une syphose dorsale exagérée et verticaliser un peu tout ça et faire une extension. Donc ça demande aussi une bonne mobilité des vertèbres dorsales. Mais on vous montrera aussi un peu tout ça dans les prochaines vidéos qu'on va faire ensemble. Si je rebondis rapidement sur l'épaule, c'est vrai qu'on a des besoins en termes de mobilité au-dessus de l'épaule qui sont assez hors normes et qui sortent un petit peu des codes. Quand on prend en charge en général des gens en personal training ou en préparation physique, selon les mouvements, on essaie de ne pas faire dépasser les mains, l'axe de l'épaule, au cas où il y ait un conflit sous-acromial et j'en passe. C'est vrai que l'haltérophilie, il faut quand même un niveau de santé de l'épaule qui soit très bon. Il ne faut pas de pathologie inhérente parce qu'on va souvent travailler avec la main au-dessus de la tête. Je vous prends l'exemple type du squat overhead ou du squat d'arraché, overhead squat. Vous manquez de mobilité d'épaule, tout de suite vous allez être limité dans votre mouvement. Et c'est l'un de nos mouvements de prédilection. En haltérophilie, on fait du squat d'arraché, on fait des semi-techniques où on finit en position profonde avec la barre au-dessus de la tête. Le jeté, c'est un mouvement avec les bras aussi au-dessus de la tête. Donc vous vous rendez compte que la mobilité va faire partie intégrante du niveau de performance en haltéro ou même dans les semi-techniques que vous allez utiliser pour l'intégrer dans vos séances à vous. Tout à fait. Et pour continuer aussi sur l'épaule, on a besoin de mobilité et aussi de stabilité parce qu'il faut stabiliser quand même cette épaule en position overhead avec de la charge. Et c'est là où tous les stabilisateurs de l'omoplate rentrent en jeu. Exactement. Et ça me permet aussi de rebondir sur ce que vous a dit Alex avant. En haltéro, quand on se positionne, parfois on a l'impression de voir une hyperextension du rachis. Ça n'est pas le cas. Quelque part, ce qui se passe, c'est un armé au niveau de la ceinture scapulaire. C'est-à-dire que pour lutter contre la gravité et la barre qui part du sol, plutôt que d'être dans une position neutre, voire en légère protraction d'épaule pour limiter, si vous voulez, les leviers mécaniques quelque part, on va plutôt partir sur un mouvement d'armée pour déjà mettre en tension ces muscles-là justement de notre scapulothoracique et de notre scapulo-huméral pour pouvoir préparer le mouvement. De toute façon, quand on va partir, vous allez vous rendre compte sur toutes les vidéos que vous allez analyser qu'on a relativement les épaules en position neutre. Mais au préalable, on vient sur un armé, on se place, tchac, les positions, quand on vient essayer de vaincre l'inertie, se remettent en position neutre. Mais ça nous permet d'avoir déjà une mise en tension au préalable pour venir faire notre tirage lorsque le membre inférieur aura transmis ou sera en train de transmettre sa poussée. Tout à fait. Ok, parfait. Donc je pense qu'on va conclure ce podcast. On a parlé de beaucoup de choses, j'espère que ça vous a plu. Pour résumer rapidement, donc du coup on a présenté ce que c'est l'haltérophilie, les 3 mouvements qui sont intéressants pour nous, non haltérophiles, arraché, épaulé, jeté.
On a parlé des avantages de l'haltéro pour la préparation physique, surtout le développement de la puissance et de la force explosive. On a parlé de l'importance de la coordination, du caisson intra-abdominal. On a parlé aussi de la coordination intermusculaire qui est, pour nous, d'un point de vue pratique, c'est ce qu'il y a de plus important. De la mobilité, des semi-techniques. Et c'est à peu près tout, on a fait le tour. On a fait le tour sur ce podcast. Après, rapidement, pour ceux qui sont éventuellement proches de la zone suisse francophone, suisse romande, sachez qu'actuellement, sur ce centre de formation qui nous accueille aujourd'hui, FitzPro, vous avez la possibilité de suivre un level 1 et un level 2 d'haltérophilie, un petit peu à l'image de ce qui se fait en CrossFit. Level 1 sur 2 jours, level 2 sur 2 jours. Et actuellement, on est en train de booker les dates avec la Fédération suisse d'haltérophilie pour que ça aille au-delà et terminer avec justement un certificat d'entraîneur fédéral d'haltérophilie pour ceux qui voudraient pousser un petit peu la réflexion. Parce que comme vous l'a dit Alex, il est vrai qu'on va avoir nécessité d'utiliser des mouvements semi-techniques dérivés des mouvements complets. C'est pas forcément évident de maîtriser tous les semi-techniques, pourquoi on les utilise, à quel moment, pour corriger tel et tel défaut technique. Pour ceux qui veulent approfondir, vous aurez éventuellement la possibilité d'aller là-dessus. Tout à fait. Et c'est O'Brien qui anime ces formations, donc n'hésitez surtout pas. Si l'haltérophilie est vraiment une discipline qui vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre comment mieux faire ces mouvements, allez-y, regardez sur le site de FitzPro, vous ne serez pas déçus. On arrive donc vers la fin de ce podcast, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, aimez et partagez cette vidéo, vous m'aidez beaucoup pour faire répandre mon travail et faire connaître ma chaîne. Et sur ce, on vous dit à très bientôt dans les prochaines vidéos qu'on va faire avec O'Brien. Je remercie encore une fois O'Brien d'avoir participé à ce podcast, donc merci beaucoup à toi. Merci Alex de m'avoir accueilli. C'est avec plaisir. Et dans tous les cas, on vous dit à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Allez, ciao!